le sous-marin, il mesure 290 pieds, puis il y a 70 hommes à bord. Tout le monde compte sur ses camarades pour survivre. Étiez-vous inquiet à l'époque? J'étais assez inquiet, mais moi, je suis rentré dans le sous-marin en 68, parce que ça chauffait vraiment, là, mais je pensais pas à ça. On faisait notre devoir, puis on faisait ce qu'on aimait. Destiné aux profondeurs de l'océan, c'est en temps de guerre froide qu'a conçu l'Onondaga, l'un des sous-marins les plus silencieux du monde. L'engin, commandé par la Marine canadienne, parcourra pendant plus de 30 ans l'océan Atlantique à la recherche de renseignements sur l'ennemi. Campé dans l'exiguë salle radio encerclée de documents top secrets et d'équipements de codage, le sous-marinier Donald Coursey participera pendant 3 ans aux opérations de surveillance de l'OTAN. Il nous raconte aujourd'hui la vie à bord du sous-marin Onondaga. Depuis qu'on a installé le sous-marin Onondaga sur son site à Pointe-au-Père, on peut dire qu'il y a des milliers et des milliers de visiteurs qui sont entrés à l'intérieur, qui ont visité ce sous-marin-là. Mais on a de la difficulté à concevoir comment la vie à bord, ça pouvait se dérouler. Il faut l'avoir vécu pour en parler de manière correcte. C'est d'ailleurs ce que va faire mon invité, Donald Coursey, qui était donc sous-marinier et qui a été à bord opérateur radio. Bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, Donald. Ça me fait plaisir. Bon, on va commencer par le commencement. Oui. L'enrôlement. Comment devient-on sous-marinier? Bien, premièrement, avant de devenir sous-marinier, il faut rentrer dans la marine. On n'entre pas dans la marine pour être sous-marinier. Ça se choisit après. OK. Je travaillais dans une compagnie de textile, puis je faisais un emploi assez dangereux. Puis mes amis, une bonne fois, la marine est venue à l'hôtel de ville pour recruter. Puis mes amis m'ont dit, on y va tous ensemble, on va avoir du fun, on va rentrer dans la marine. Seulement que c'était un truc. Ils n'ont pas été, eux autres. C'est juste moi qui y ai été. Puis je me suis réveillé que j'étais dans la marine. OK. Comment ça se passe après l'enrôlement? Bien, premièrement, je ne parlais pas anglais. Alors, il fallait que j'aille dans un cours intensif de langue. Ensuite, je suis allé à Cornwallis, en Nouvelle-Écosse, pour ce qu'on appelle en anglais le bootcamp, l'entraînement de base de la marine. Ça, c'est 4 mois. Oui. Puis durant cet entraînement-là, il y avait un club de radio amateur sur la base. Puis si j'y allais le soir, bien, j'avais des corvées que je pouvais éviter. Alors, c'était ma raison d'y aller. Puis c'est là que j'ai tombé en amour avec les radios. Mais là, vous ne saviez pas encore si vous alliez naviguer à bord d'un navire de surface ou un sous-marin. Il n'y avait rien décidé. Là. C'est sûr qu'on allait en mer. Oui. Mais c'est sûr qu'à moins que tu sois volontaire pour être sous-marinier, tu es sur un navire de surface. OK. Puis là, éventuellement, j'ai dit pourquoi pas aller sur les sous-marins. Ça me passionnait, c'était différent. Alors, je me suis porté volontaire. Mais outre le fait que c'était différent, qu'est-ce qui vous attirait justement dans cette vie-là? La même chose que raison je suis devenu homme-grenouille, c'était juste l'aventure. Oui. L'aventure de faire des choses différentes. Oui. Là, évidemment, vous étiez homme-grenouille, là, vous aviez l'expérience des profondeurs, mais pour quelqu'un qui n'avait pas cette expérience-là, c'est pas assuré qu'on va bien réagir là, quand on est enfermé dans un tube. Là. Non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de tests psychologiques avant d'être accepté. Là. Oui. Quand tu es enfermé sous l'eau pendant des semaines de temps, il ne faut pas que tu sois claustrophobe. Okay. Sur un sous-marin, tout le monde compte sur ses camarades pour survivre. Ils ont des tests pour déterminer quelle sorte de personne que tu es. Mm-hmm. Si tu as la mentalité de vivre dans un cercueil d'acier avec d'autres hommes pendant des longues périodes. Une des premières choses qu'ils vont faire, ils vont t'amener dans une piscine, puis ils vont mettre l'équipement de plongée dans le fond, puis il faut que tu aller mettre les bouteilles, puis allumer, puis tout ça, puis voir si tu es capable d'opérer dans l'eau, premièrement. Bien justement, la formation, on n'est pas encore rendu à l'Onondaga, mais on s'en vient là. La formation fait en sorte que tout le monde peut remplacer tout le monde dans un sous-marin. Je parle des fonctions. Là. En plein ça.
C'est pour ça que quand tu prends ton cours de base de sous-marinier, moi je l'ai pris en septembre 68, puis ensuite de ça, il t'envoie sur un sous-marin, puis là, tu as 7 étapes à passer pour porter le dauphin. Les fameux dauphins, Oui. avec fierté. C'est ça. Ouais, ouais. Puis il faut que tu apprennes tout ce qu'il y a sur l'électricité, sur les diesels, sur les torpilles. Il faut que tu apprennes toutes les valves à bord. Parce que si quelqu'un te demande d'ouvrir une valve, si c'est toi qui es le plus proche, c'est toi qui vas le faire. OK. Les qualifications que vous devez obtenir avant d'embarquer à bord ou pendant la formation? Non, pendant la formation. C'est pendant la formation. Oui, tu ne portes pas le dauphin tant que tu Non, je comprends. ne seras pas qualifié, mais l'entraînement de base, c'est juste 6 semaines. Ensuite de ça, tu commences ton entraînement à bord du sous-marin. OK. Toujours en tant que spécialiste radio, est-ce qu'il y a une différence quand on est spécialiste radio d'un navire de surface? Bien, il y a beaucoup de différences parce que dans un navire de surface, on se partage des tâches avec ce qu'on appelle des signalmen en anglais. Là. C'est eux autres qui s'occupent de la transmission par lumière, puis des drapeaux, Oui. puis tout ça. Mais ces Oui. sous-marins, il y a juste des radiomens. Tout à fait. On était 3 plus un chef. OK. Avant d'arriver à ça, premier contact avec l'Onondaga. Saviez-vous que c'était l'Onondaga qui allait être votre bâtiment? L'Onondaga était assez jeune parce qu'il est entré en service en 67. Alors moi, quand j'ai pris mon cours, c'est l'Okanagan qui s'en venait. Là. Peut-être nous parler justement de cette flottille-là. Il y a 3 navires de cette classe-là au Béron, hein? C'est Oui, bien dans ça? ce temps-là, il y avait l'Ojibwa, l'Onondaga puis l'Okanagan. Puis plus tard, on a pris 2 autres, l'Olympus, qui est un sous-marin britannique qui servait juste pour l'entraînement. Puis l'Onyx, ça commence tout par O, hein? Parce que c'est une classe Oberon. Oui. C'était un concept de sous-marin non nucléaire, très silencieux, diesel électrique. Alors, c'était une des meilleures classes qu'il n'y avait pas dans ce temps-là pour les sous-marins conventionnels. Il faut bien comprendre qu'un sous-marin qui se déplace sous l'eau, là, c'est pas les moteurs diesel qui assurent la propulsion. Hein? C'est strictement On va revenir à l'essentiel. Là. Oui. Comment ça marche? Comment ça marche? Oui. Bien, c'est strictement des batteries, des grosses batteries. Il y en a 800 coques à bord, des cellules. Là. Puis ça fait marcher 2 moteurs électriques pour tourner les hélices. Ah, hein? Le diesel, c'est strictement pour charger les batteries. Quand on est en surface. En surface ou en immersion périscopique. Mais comment on fait à ce moment-là? Immersion périscopique, ça, c'est à 60 pieds de profondeur. Puis il y a un mât qui sort de l'eau. Il y a le schnorkel Le fameux schnorkel. qui prend l'air. Ouais. Là, il y a un exhaust, mais lui, il ne sort pas de l'eau, la fumée. OK. On attend que le diesel part, la pression monte, puis là, la fumée reste dans l'eau. Elle ne va pas en surface. OK. Bon, les missions dans ce temps-là, en 68, c'était strictement les exercices anti-sous-marins de l'OTAN. De l'OTAN. De l'OTAN. Le C'est Canada ça. faisant partie de l'OTAN, les exercices étaient C'est ça. en mer, fait que assumés en partie par le La Canada. plupart du temps, au mois de janvier à avril, ça se passait surtout dans les Caraïbes. On avait de la difficulté à vous détecter, Ben, même selon les Anglais. Les Américains nous considéraient comme très bons de ce côté-là. OK, mais ça consistait à quoi, cette opération-là? Comment ça se passait? Quand on quittait Halifax, par exemple, en mission, là, aussitôt qu'on sortait en mer, on devenait des cibles pour les avions qui venaient se pratiquer sur nous autres. On avait des messages, fallait de telle heure à telle heure, à telle profondeur, dans telle direction, à telle vitesse. Puis eux autres, ils essayaient de nous détecter. OK. C'est comme ça que de la salle radio, moi, je connectais des circuits de radio ici, là, puis ils pouvaient parler avec les avions ou les navires après ou durant l'exercice. Qu'est-ce qui fait qu'un sous-marin comme l'Onondaga pouvait être détecté? Quel genre de bruit, là? Bien, ça pourrait être
un sonore actif, par exemple. Si quelqu'un lance un ping actif, À partir du sous-marin? à partir de l'autre sous-marin, De l'autre sous-marin? OK. bien, S'il rebondit. s'il rebondit, il va détecter l'Onondaga, même si on n'est pas... Tu sais, c'est rare qu'ils vont faire ça, mais il y a aussi tous des bruits comme échapper un couteau par terre. Tu sais, tous des petits bruits comme ça, là, ça peut être détecté par d'autres sous-marins. Alors, pendant ces opérations-là, quelles étaient les consignes à bord? Il y avait des moments où il fallait être ce qu'on appelle très silencieux, ultra quiet. Là, fallait qu'on y ait... Si tu n'avais pas une tâche à faire, tu allais te coucher. Il fallait que tu te couches dans ton lit et que tu ne fasses pas de bruit. Puis on arrêtait l'air climatisé. Ça, c'est... il commençait à faire chaud, là, des fois. Ouais. Là. Puis on pouvait passer des fois quelques heures comme ça. On parle des conditions de vie à l'intérieur. Bon, vous venez d'en faire allusion. C'est pas Jojo toujours, je présume. Non, on a une image un peu, nous autres, idéalisée. Là, Il ne faut pas oublier que, vous m'excuserez, je suis encore en pied, là. Oui. Mais le sous-marin, il mesure 290 pieds, puis il y a 70 hommes à bord. Aïe, aïe. Dans ce temps-là. Là. Aujourd'hui, non moins. Mais dans ce temps-là, c'était 70 hommes. On n'avait pas le droit de prendre de douche, là. Tu sais, on pouvait juste se baigner avec un petit peu d'eau dans le lavabo, là. Mais c'est sûr que c'est des conditions spéciales. Comment ça se passe, un quart de travail, par exemple? Comme une journée type, Ouais. là? Parce que là, vous ne savez pas si vous êtes en plein jour, en pleine nuit, parce que Ouais. vous êtes à l'intérieur d'un tube. Là. À moins de ceux qui vont voir dans le périscope, là, tout le monde, on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. On opérait, nous autres, sur des chiffres de 4 heures. 4 heures, ensuite 8 heures arrêté, 4 heures, 8 heures. Il y avait le corps rouge, le bleu puis le vert. Alors, c'était toujours 4 heures, excepté entre 4 heures de l'après-midi puis 8 heures du soir, c'était 2 quarts de 2 heures. C'est comme ça qu'on faisait toujours une rotation comme ça. Et il fallait s'habituer à dormir peu, je présume. Oui, bien, c'est sûr que tu t'habitues, là. Éventuellement, ça devient automatique. Ouais. Faut que tu t'ajustes. J'ai remarqué, évidemment, j'ai visité l'Onondaga, comme bien des milliers de personnes ont eu l'occasion de le faire ou le feront. Et c'est vraiment exigu, là. Les couchettes, il y en a partout. Vous dormiez où, vous? Est-ce qu'il y a des catégories aussi? Il y a des officiers, sous-officiers? Moi, j'étais un matelot, alors je dormais dans le corps des matelots. Il y a le corps des officiers. Le carré, là? Oui. Il y a le carré des officiers, oui. Le carré des maîtres. Puis les matelots, eux autres, c'est un peu partout. Il y en a en arrière, il y en a dans la salle des torpilles, aux deux bouts. Il y en a en avant, là, à côté de la cuisine. Oui. Tu sais, moi, j'ai eu au moins 4 places. J'ai fait les 3 sous-marins. J'ai commencé sur l'Onondaga, ensuite l'Okanagan, ensuite le Dubois. Je suis revenu sur l'Onondaga. J'ai toujours eu une couchette différente. On est dans un lieu quand même important parce que le lien entre le sous-marin, peu importe où il est, et le monde extérieur, ça passe par ici. C'est ici. De quelle manière? Ça, c'est une salle qui est fermée. Personne ne rentre ici. On a de l'équipement radio ici pour communiquer partout dans le monde. Et on se servait d'un mât télescopique qui sortait de l'eau pour pouvoir transmettre où ce qu'on voulait transmettre. Transmettre à qui, au juste, Donald? Bien, premièrement, transmettre à Halifax, au quartier général, à Ottawa. Des fois, il fallait passer par des bases de l'OTAN ou britanniques parce les conditions de l'ionosphère n'étaient pas bonnes. Puis aussi, parler avec les navires puis les bateaux, bien là, j'avais des radios ici que j'envoyais de l'autre bord. C'est pas moi qui m'en servais, c'est ceux dans la salle d'opération, dans la salle de contrôle qui s'en servaient pour parler aux avions et aux navires. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Là. Pour communiquer avec l'extérieur, il fallait que le navire, en fait, le sous-marin remonte presque à la surface pour que les antennes soient déployées. C'est ça? Excepté la bande VLF, la très basse fréquence, tu pouvais recevoir en dessous de l'eau, juste recevoir. Juste recevoir en dessous de l'eau. OK. Des petites transmissions. Mais pour émettre? Pour émettre, il fallait que tu montes à 60 pieds puis que ton mât télescopique sorte de l'eau Ouais. puis que l'isolateur quitte l'eau
pour pouvoir... OK. Est-ce qu'il y avait des plages dans la journée, des moments où vous deviez le faire? On se servait des ondes courtes, la bande HF, c'est-à-dire que dans le jour, peut-être 12 MHz à 25 MHz. La nuit, ça peut être de 4 à 10 MHz. On avait des bandes qu'on pouvait utiliser. Puis on savait quelle bande utiliser à telle heure pour communiquer avec Halifax ou via Vancouver ou via l'Angleterre. Est-ce que c'est une transmission par morse? Ou... Ben, dans ce temps-là, c'était morse ou télétype. OK. Il y a une chose aussi sur laquelle j'aimerais qu'on revienne, la transmission des fameux messages sur Morse. On dit qu'un bon opérateur Morse, chaque opérateur Morse a une signature un peu comme les hélices d'un sous-marin. Oui. Est-ce que votre signature à vous, saviez-vous si les Russes savaient que c'était vous qui... Oui, c'est sûr. Je ne sais pas s'ils savaient que c'était Donald Courcy, mais ils savaient que c'est tel opérateur à bord de tel sous-marin. Puis si je changeais de sous-marin, les Russes le savaient que j'étais rendu sur l'autre sous-marin. Parce qu'on a tout notre style. Hein? Tu sais, on faisait beaucoup de choses. Premièrement, je m'occupais de la musique à bord. Hein? L'intercom, la musique à bord, c'était moi. Mais moi, j'étais un fan des Beatles. Là. Ça fait que les gars à bord commençaient à se plaindre. Là. Il y a trop de Beatles. Aussi, j'ai imprimé un journal. Ah oui? Puis dans ce temps-là, on n'avait pas d'imprimante. Ça fait que moi, je copiais sur un télétype les nouvelles de Reuters. Reuters, c'est l'agence de presse Reuters. Oui. En tout cas, quand que je pouvais, là, je captais les nouvelles. C'est sûr que je captais aussi les résultats de hockey? Ah oui, évidemment. Ça. Les anglophones, ça devait être Toronto, puis les francophones de Montréal. Oui, oui. J'ai envie de vous demander, ben, attends, on va s'amuser un petit peu, là, des anecdotes peut-être. Est-ce qu'il y a eu des messages parfois un peu particuliers, un peu dérangeants? Dérangeants? Ben, c'est sûr qu'il y a eu des messages dérangeants. C'est comme la fois qu'on avait bombardé l'île. Hey, parlez-moi de ça. Ouais. Bon, vous avez bombardé. Le sous-marin a bombardé une île? Non, c'est pas une île. OK. C'est un navire. Un navire qui a bombardé une île dans les Caraïbes. On a une île où on se pratiquait pour bombarder. Mais le navire s'est trompé d'île. Le navire de surface, là? Oui, le navire de surface. Puis j'ai reçu le message. Puis là, c'était Pierre Elliott Trudeau, je pense, à Ottawa, qui voulait parler. Il a fallu que je fasse ce qu'on appelle une phone patch, là, communiquer avec Halifax pour être connecté avec Ottawa. Mais qu'est-ce qui s'est passé, là? En fait, on a bombardé la mauvaise île? Oui, on a bombardé la mauvaise île. Il n'y a pas d'habitants sur l'île. Ouf! Pas d'habitants. Mais il y a eu un incident diplomatique. OK. Puis là, le pays s'est plaint au Canada. Puis là, ben, il a fallu qu'il y ait des précisions. Puis... Ça aurait pu dégénérer, tout ça. Ouais. Il y a eu des moments... Je sais que vous naviguiez à l'époque, en 70, au moment du déclenchement de la loi des mesures de guerre. Oui. Est-ce que vous l'avez su? Vous étiez où, là? J'étais à bord de l'Okanagan. Un autre sous-marin semblable à... Semblable à l'Onondaga. Puis, à 5 heures du matin, on monte à 60 pieds pour charger les batteries. J'en profite pour capter mes messages. Puis je pogne ça, puis d'un coup, mesure de guerre déclarée. Le Canada est en guerre. Tout de suite, je pogne ça, puis je m'envoie le capitaine, je le réveille. Il dit, je sais pas ce qui se passe, mais je pense que le Canada est en guerre. Mais les mesures de guerre, je connaissais pas ça. Oui. Les accidents ou les incidents, je sais pas comment on peut appeler ça, là, il y en a eu, certainement. Bon, oui, il y a eu des accidents. Il y en a eu plusieurs dont je n'étais pas à bord. Ça a donné comme ça. Et ceux dont vous avez été témoin? Ceux que j'ai été témoin, bien, il y a eu la fois que la porte de la cloison étanche entre la salle de contrôle et la salle de diesel a resté coincée. On était pas loin de Porto Rico. Puis, il y avait un exercice qui avait été annulé. Ça fait que le capitaine a dit, on va faire surface puis on va aller se baigner. Ah, un beau programme, ça? Oui. En sortant là, les gars sont montés avec les carabines, parce qu'il y avait toujours des gars avec les carabines pour les requins. Pour les requins, oui. Puis là, on sautait à l'eau puis on se baignait. Puis là, le capitaine a eu une idée de tout rassembler le monde en haut pour un petit discours. Bonne idée. Tu fais pas ça en l'air, mais ce qui arrive, c'est que le gars qui est dans la section en arrière, là, quand il a passé dans l'autre compartiment, il a fermé la porte, lui, là? Il a fermé la porte, elle a resté coincée. Elle est coincée. Oui. Plus moyen d'atteindre, autrement dit, les machines. Plus moyen d'arrêter les machines. Tu peux juste
diriger le sous-marin. C'est que là, Wow, ça va puis là, mal. puis là, il y a une vitre, ça de large au milieu, la petite vitre, là. Oui, oui. Hein? Ben là, pendant qu'il travaillait pour casser la vitre puis essayer d'aller... le capitaine avait préparé un message à envoyer au quartier général si jamais il ne réussissait pas. Là. Ça aurait été, je pense, pas bon pour sa carrière. Non, je pense que... Non, il y a une chose qui faisait partie des habitudes à l'époque. Et il y a peu de monde qui peuvent nous rappeler ça, sauf vous. Ce fameux verre de rhum à bord. Parce que c'est une pratique qui a été abandonnée il y a quand même quelques années. Mais c'est quand même unique de constater que vous aviez votre ration de rhum comme ça se faisait à l'époque des corsaires. Parle-moi de ça, là. C'est une tradition britannique, premièrement. Ils pensaient dans ce temps-là que le rhum pouvait éviter le scorbut. C'est devenu une tradition de la marine parce que la marine canadienne, on a été basé sur la marine britannique. Tout à fait. Alors, quand je suis rentré dans la marine, on avait toujours notre 2 onces et demie de rhum, 151 proof, c'est-à-dire 75,8 d'alcool. Oh, pardon? Ça se vend pas au Québec. Non. Ils en vendent à Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve, mais au Québec, il n'y en a pas. Ça, c'est à chaque jour, vous aviez votre ration de rhum comme ça? À 2 onces et demie avant le dîner. Avant le dîner? Oui. Ça a été abandonné, ça? Oui. Pour quelle raison? Ça a été abandonné parce que les forces armées se sont amalgamées ensemble, puis l'armée puis la marine n'ont pas aimé, puis l'aviation puis la marine n'aimaient pas ça. Pourquoi que les marins ont du rhum, on n'en a pas? Au lieu de le donner à eux autres, ils nous l'ont enlevé. OK. Le 31 mars 1972. À l'époque, vous, dans les années 60, même 70, quand vous quittiez la rade d'Halifax, dès que vous quittiez la baie, là, que vous saviez que vous étiez épié par les Russes, par les Soviétiques? Oui. C'est sûr que on était... Une fois en mer, je pense pas qu'ils puissent savoir où on allait, là. Comme par exemple, on arrivait à Saint-Jean-Terre-Neuve, on sortait du port vers une direction, on plongeait, puis on tournait vraiment où est-ce qu'on s'en allait. Là. On avait toutes sortes de petits trucs comme ça, là, mais c'est sûr qu'on s'espionner, c'est la première chose que tu fais dans la guerre froide. Puis c'est aussi important de savoir que si tu demeures à Halifax, par exemple, ou si tu demeures dans des endroits stratégiques, tu sais tout de suite qu'il y a un missile à quelque part qui est destiné pour cette ville-là. Ouais, qui est orienté vers cette ville-là. Les cibles sont déjà choisies d'avance. Oui, c'est ça. Étiez-vous inquiet à l'époque? J'étais assez inquiet, mais moi, je suis rentré dans le sous-marin en 68, où ça chauffait vraiment, là, mais je pensais pas à ça. Nous autres, on faisait notre devoir, puis on faisait ce qu'on aimait. Voilà. En espérant que le pire ne se produise pas, n'arrive pas. C'est sûr. Comment vous expliquez votre attachement envers ce navire-là encore de nos jours? Bien, c'est mon premier sous-marin, puis mon dernier. Avec tout ce que tu as vécu à bord, chaque fois que tu plonges, tu fais face à certains dangers. Tes camarades, on a vraiment des expériences ensemble. Ça fait partie de ta vie. Moi, dans tout ce que j'ai fait dans la vie, c'est ce que j'ai aimé le plus. C'est quand même particulier que vous puissiez avoir sous les yeux, maintenant, puisque vous demeurez à Rimouski, ce fameux navire-là, qui était au début de votre carrière jusqu'à la fin. Hein? J'ai jamais pensé que le Onondaga serait sur la plage à Pointe-au-Père. Oui. Non. Mais là, il est là. Elle est là, c'est-à-dire? Oui. Elle est là. Elle est là, oui. Solidement installée maintenant. Ouais. Et vous pouvez la contempler à chaque jour. Chaque jour, je la vois. Merci beaucoup. Ça. Merci beaucoup. Donald.